Je m'appelle Sorel. Pas un prénom que l'on entend souvent, je sais. Ma mère était botaniste et elle aimait les plantes sauvages autant que les conventions l'ennuyaient. J'ai grandi avec ce prénom, planté entre les dents comme une herbe amère, et j'ai fini par l'aimer, comme on aime les choses qui résistent. Peut-être que c'était un présage. Peut-être que ma mère savait, bien avant moi, que je serais le genre de femme qui doit apprendre à survivre aux mauvaises saisons. Mon mari s'appelait Théodas Kemerick, un nom qui sonnait comme une promesse de solidité, comme du chêne verni. Quand nous nous sommes rencontrés, il avait les yeux d'un homme qui lit les cartes sans jamais se perdre et les mains de quelqu'un qui sait réparer ce qui casse. Pendant 14 ans, j'ai cru que c'était vrai. 14 ans à construire quelque chose qui ressemblait, vu de l'extérieur, à une vie réelle. Notre fille s'appelle Rennie Kemerick. Elle a 11 ans, les cheveux couleur de noisettes brûlées et un regard qui vous donne l'impression qu'elle sait déjà tout ce que vous vous apprêtez à lui dire. Elle est née en novembre, sous une pluie froide qui frappait les vitres de la maternité comme des doigts impatients. Le médecin a dit qu'elle était venue au monde en regardant autour d'elle, curieuse, presque sereine. Je n'ai jamais oublié ça. Rennie est venue au monde en observant. Et elle n'a jamais arrêté. Le mardi où tout s'est effondré, j'étais en train de faire de la confiture de coin. Je sais que ça paraît banal, presque ridicule, dit comme ça, mais c'est la vérité. Les coins bouillonnaient dans la casserole en cuivre que ma grand-mère m'avait laissée, et l'odeur sucrée-acide flottait dans toute la cuisine, et je pensais à rien d'autre qu'au sucre et à la gelée et à l'hiver qui venait. Mon téléphone a sonné. C'était la banque. Une voix neutre, presque mécanique, qui m'informait qu'un virement de la totalité du compte joint avait été effectué à 7 heures du matin. Un compte que nous appelions entre nous le compte de Rennie. Nous l'avions ouvert quand elle avait 3 ans. Chaque mois, nous y déposions une somme fixe, pour ses études, pour son avenir, pour toutes les choses qu'elle voudrait être un jour. Après 11 ans, ce compte contenait 42 000 euros. 42 000 euros. Parti. J'ai d'abord cru à une erreur. J'ai appelé la banque. J'ai donné mes codes, mes noms, mes numéros. Et la conseillère, avec une voix qu'elle voulait compatissante, mais qui sonnait surtout embarrassée, m'a confirmé que le virement avait été autorisé par mon mari, à partir d'un appareil reconnu, avec les codes corrects. Légal, propre, irréversible. J'ai raccroché. Les coins continuaient de bouillonner. J'ai éteint le feu. Théodas n'était pas rentré la veille. Il m'avait envoyé un message à 22 heures pour me dire qu'il dormait chez son collègue Braun à cause d'une réunion tôt le lendemain. C'était la 3e fois en 2 semaines. Je n'avais pas posé de questions. J'aurais dû. J'ai essayé de l'appeler. Messagerie. J'ai envoyé un message. Pas de réponse. J'ai attendu 2 heures, debout dans la cuisine, les mains sur la table en marbre froid, à regarder la casserole de coin qui refroidissait et se figeait. Puis j'ai reçu un email. Il l'avait écrit avec soin, c'était visible. Les phrases étaient courtes, cliniques, comme des conclusions d'un rapport qu'il avait mis du temps à rédiger. Il me disait qu'il était parti, qu'il ne reviendrait pas, qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre, une femme prénommée Cassilde, que j'avais croisée une fois à une soirée de son entreprise et dont je me souvenais vaguement, cheveux courts, rire trop fort, qu'ils partaient ensemble, qu'il était désolé pour Rennie, qu'il espérait que nous trouverions un arrangement pour la garde, qu'il avait pris l'argent parce qu'il en avait besoin pour recommencer sa vie et que de toute façon, la moitié lui appartenait légalement. La moitié. Comme si 42 000 euros avaient été une propriété partagée à parts égales et non le futur de notre enfant, empilé centime par centime pendant 11 ans. J'ai posé mon téléphone sur la table. Je suis allée dans la salle de bain. J'ai fermé la porte à clé. Et j'ai pleuré de la façon dont on pleure quand on ne veut pas qu'on vous entende. Silencieusement, les dents serrées, le visage enfoui dans une serviette qui sentait l'adoucissant lavande. J'ai pleuré pendant 20 minutes, peut-être 30, je ne savais plus. Puis j'ai entendu des pas dans le couloir, des petits pas, ceux de Rennie. Elle a frappé doucement.
2 coups, puis un silence, puis un troisième. C'était notre code, depuis qu'elle était toute petite. Je ne sais pas comment elle avait compris que quelque chose n'allait pas. Elle avait peut-être entendu mon appel à la banque, peut-être qu'elle avait simplement senti, de cette façon qu'ont certains enfants de percevoir les tremblements avant le séisme. J'ai ouvert la porte. Elle était là, en pyjama à rayures grises, les cheveux défaits, pieds nus sur le carrelage froid. Elle m'a regardée. Elle n'a pas dit un mot pendant un long moment. Puis elle a dit « Papa est parti, c'est ça ?» J'ai hoché la tête. Je n'avais pas les mots. Elle a dit « Et il a pris l'argent ?» Ce n'était pas une question. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi d'une façon différente des larmes, plus profonde. Le genre de fissure qu'on ne voit pas mais qu'on sent, comme une maison qui travaille dans le froid. Je me suis accroupie devant elle et je lui ai dit que oui, que papa était parti et que c'était compliqué et que nous allions trouver une solution, que je l'aimais, que tout irait bien. Toutes ces choses que les mères disent quand elles ne savent pas quoi dire d'autre. Elle a posé sa main sur ma joue. Une main de 11 ans, encore un peu potelée, aux ongles qu'elle coupait toujours trop courts. Elle a dit « Maman, ne t'en fais pas, je m'en suis occupée. » Je n'ai pas compris tout de suite ce qu'elle voulait dire. Je pensais qu'elle tentait de me consoler avec des mots trop grands pour elle. Les enfants font ça parfois. Ils reprennent les phrases des adultes sans en mesurer le poids, juste pour donner l'impression qu'ils tiennent quelque chose. J'ai souri, j'ai serré sa main dans la mienne, et j'ai dit que oui, on s'en occuperait ensemble. Elle m'a regardée avec cette expression qu'elle a parfois, patiente, presque amusée, celle qu'elle prend quand elle attend que je rattrape le fil d'une conversation que j'ai perdue. Elle a dit « Non, maman, je m'en suis vraiment occupée. » Elle m'a conduite dans sa chambre. Sur son bureau trônait la vieille tablette que nous lui avions offerte pour ses 9 ans et qu'elle utilisait principalement pour des vidéos de science et des jeux de stratégie. À côté, un cahier couvert de son écriture serrée, méthodique, avec des colonnes de chiffres et des notes en marge. Elle m'a expliqué. Depuis plusieurs semaines, m'a-t-elle dit avec un calme que je ne comprenais pas encore, qu'elle avait remarqué des choses inhabituelles dans le comportement de son père. Elle avait commencé à observer. Elle avait vu un soir Théodas consulter les comptes sur son ordinateur portable et noter quelque chose sur un carnet qu'il avait ensuite glissé dans son sac de sport. Elle avait vu qu'il chargeait son téléphone dans la cuisine certains soirs, ce qu'il ne faisait jamais d'habitude. Elle avait vu qu'il souriait différemment quand des messages arrivaient. Rennie avait 11 ans, mais elle lisait des livres sur la psychologie comportementale depuis ses 8 ans, parce que, m'avait-elle dit un jour avec toute la désinvolture du monde, les gens sont intéressants. Elle avait alors fait ce qu'elle appelait, dans son cahier, une collecte de données. Elle ne s'était pas introduite dans les appareils de son père. Elle n'avait rien piraté, rien volé, rien violé. Elle avait simplement observé, noté et conclu. Et puis, avec la logique froide et précise qui me terrifiait parfois, elle avait agi. Il y avait 6 mois, ma belle-mère Ottoline, la mère de Théodas, m'avait confié que son fils avait un autre compte, un compte personnel qu'il avait ouvert bien avant notre mariage et qu'il n'avait jamais vraiment mentionné. Pas par malice, avait-elle dit, juste par habitude. Elle m'en avait parlé parce qu'elle voulait que je sache que c'est là qu'il avait rangé un héritage de son grand-père des années auparavant. Elle m'en avait parlé une seule fois, et j'avais oublié. Rennie, elle, n'avait pas oublié. Elle m'avait entendu parler avec Ottoline à travers la porte du salon entr'ouverte, et elle avait noté, dans ce cahier que je n'avais jamais regardé parce que je respectais son espace, le numéro de compte partiel qu'Ottoline avait mentionné, ainsi que la banque. Puis elle avait agi d'une façon que je n'aurais jamais imaginé possible pour une enfant de son âge. Elle avait contacté Ottoline directement. Elle lui avait expliqué, avec des mots simples, ce qu'elle avait observé. Elle lui avait dit qu'elle pensait que son père préparait quelque chose, et elle lui avait demandé, poliment, précisément, avec les arguments qu'elle avait notés dans ses colonnes, si Ottoline serait prête à agir avant que les dégâts soient irréversibles. Ottoline Kemmerich était une femme de 69 ans qui avait élevé seule 2 fils après le départ de son mari, qui avait dirigé pendant 20 ans une petite imprimerie dans une ville grise du Nord et qui n'avait aucune patience pour les lâches. Elle avait écouté sa petite fille, elle avait compris, et elle avait, dans les 48 heures, exercé un droit légal qu'elle détenait sur ce compte-là,
un droit résiduel lié à la façon dont le compte avait été structuré lors de la succession pour en bloquer l'accès et transférer les fonds vers un compte à son nom en attendant que la situation juridique soit clarifiée. Tout cela avait été fait 3 jours avant que Théodas parte. 3 jours avant qu'il vide le compte de Rennie et s'envole vers sa nouvelle vie. Ce matin-là, quand il avait tenté d'accéder à son compte personnel pour finaliser sa fuite, il n'avait trouvé qu'un solde de 0. 67 000 €. Parti. Le téléphone a sonné à 13h42. Je le sais parce que je regardais l'heure sur le four en train de réchauffer la soupe que Rennie et moi mangions en silence. Un silence qui n'était pas triste, qui était autre chose, plus dense, plus étrange. Elle trempait ses mouillettes dans son bol avec une concentration appliquée. Moi, je ne mangeais pas vraiment. Je réfléchissais à ce qu'elle venait de m'expliquer, à la façon dont une enfant de 11 ans avait vu venir la tempête avant moi, à la honte, douce et persistante, de n'avoir pas vu ce qu'elle avait vu. Le téléphone a sonné. Théodas. J'ai décroché. Ce que j'ai entendu n'était plus la voix de l'homme que j'avais épousé. C'était quelque chose d'autre, une voix étranglée par une rage qui cherchait une forme et n'en trouvait pas. Il criait. Il criait des mots qui se bousculaient, incompréhensibles d'abord, puis de plus en plus distincts. Qu'est-ce qui s'était passé? Où était son argent? Qui avait osé? Est-ce que je réalisais ce que j'avais fait? Il allait appeler son avocat. Il allait me traîner en justice. Est-ce que je savais à quoi ressemblait une procédure pour détournement? Est-ce que je savais... Je n'ai rien dit pendant un long moment. Je laissais les mots se déverser comme de l'eau dans un évier bouché. Et je regardais Rennie, en face de moi, qui trempait calmement sa mouillette dans sa soupe et qui levait les yeux vers moi de temps en temps, avec une expression que je ne savais pas encore nommer. Puis j'ai dit « Je n'ai rien fait, Théodas ». Il a crié plus fort. Il a dit que c'était impossible, que sa mère n'aurait jamais fait ça seule, que j'avais dû... que je devais... J'ai dit « Ce n'est pas moi ». Un silence, court mais réel. J'ai dit « Parle à ta mère » et j'ai raccroché. Rennie a levé les yeux vers moi. Elle a dit « Il était en colère ?» J'ai dit « Très ». Elle a hoché la tête d'un air pensif et elle a repris sa soupe. Puis, après quelques secondes, elle a dit « Tu sais, j'avais calculé qu'il lui restait environ 67 000 € là-dedans. Avec ça et la moitié de la vente de la maison, il ne sera pas à la rue. Mais il ne pourra pas non plus disparaître confortablement. » Je l'ai regardé. Cet enfant, cette créature de novembre, venue au monde en regardant autour d'elle. J'ai demandé « Pourquoi tu n'as pas tout gardé ?» Elle a réfléchi une seconde. Elle a dit « Parce que ce n'est pas juste de prendre ce qui ne t'appartient pas, même quand l'autre l'a fait. » Les semaines qui ont suivi n'ont pas été simples. Rien ne l'est jamais vraiment dans ces cas-là. Il y a eu les avocats, les formulaires, les appels téléphoniques, les nuits courtes et les matins lourds. Il y a eu la conversation que j'ai dû avoir avec Rennie sur ce que signifiait le mot « séparation », même si elle le savait déjà, même si elle en savait probablement plus que moi sur ce qui nous attendait, parce qu'elle avait lu des livres là-dessus aussi, j'en suis sûre. Il y a eu le moment où j'ai dû appeler mon frère Drevin pour lui emprunter de l'argent parce que le mois de décembre était là et que les factures n'attendaient pas les catastrophes. Et il y a eu Ottoline. Elle est venue nous voir 2 semaines après. Elle a apporté un gâteau aux noix qu'elle faisait depuis que Théodas était enfant, et elle a posé une enveloppe sur la table de la cuisine. L'enveloppe contenait les documents confirmant que les fonds avaient été transférés vers un compte au nom de Rennie, pas au mien, au sien, dans une banque différente, avec une procuration à mon nom jusqu'à ses 18 ans. 42 000 €, rendus. J'ai regardé Ottoline. J'ai dit « Pourquoi vous avez fait ça? » Elle a dit « Parce que ma petite fille me l'a demandé correctement. » Elle a regardé Rennie avec quelque chose dans les yeux qui ressemblait à de la fierté, mais une fierté sérieuse, presque solennelle, et parce que mon fils n'aurait pas dû. Rennie a mangé 2 parts de gâteau aux noix et a passé l'après-midi à montrer à sa grand-mère les vidéos de physique quantique qu'elle regardait en ce moment. Ottoline a tout écouté, hochant la tête, posant des questions que je n'aurais pas su poser.
Ce soir-là, après le départ d'Ottoline, j'ai demandé à Rennie si elle avait peur. Peur de quoi que ce soit. Du futur, de l'école, de nous deux seuls dans cette maison trop grande pour deux. Elle a réfléchi sérieusement, les jambes croisées sur le canapé, les mains sur les genoux. Puis elle a dit « Un peu, mais pas autant que j'ai peur des choses que je ne comprends pas. Et ça, je comprends. » J'ai compris à ce moment-là que ma fille était plus courageuse que moi. Non pas parce qu'elle n'avait pas peur, mais parce qu'elle avait décidé que la peur n'était pas une raison suffisante pour ne pas agir. Depuis, des choses ont changé. Pas toutes, pas d'un coup. Le changement vrai ne fonctionne pas comme ça. Il avance comme la lave, lentement, inexorablement, et on ne réalise ce qu'il a recouvert que bien après qu'il s'est solidifié. Mais certaines choses ont changé. J'ai repris mon travail d'illustratrice, que j'avais progressivement abandonné au profit des emplois du temps de Théodas et des dîners de son entreprise. J'ai recommencé à dessiner. Mes premiers dessins après tout ça étaient laids, maladroits, comme les premiers pas après une longue immobilité. Mais j'ai continué. Rennie a rejoint un club de mathématiques le samedi matin. Elle est la seule fille du groupe et la plus jeune. Elle rentre le midi avec des problèmes qu'elle me raconte en détail pendant le déjeuner, et je fais semblant de comprendre plus que je ne comprends réellement, parce que son enthousiasme est une chose que je ne veux pas éteindre. Théodas a envoyé quelques messages dans les semaines qui ont suivi. Des messages qui oscillaient entre la culpabilité et la justification, comme quelqu'un qui n'arrive pas à choisir entre se défendre et se condamner. Je n'ai pas répondu à tous. À certains, j'ai répondu brièvement pour les questions qui concernaient Rennie. Pour le reste, j'ai appris à laisser les mots des autres se déposer dans le silence sans les ramasser. Un soir, assez tard, Rennie est venue me trouver dans mon atelier. Elle m'a regardé travailler un moment, puis elle a dit « Tu dessines différemment qu'avant. » J'ai demandé « Mieux ou moins bien? » Elle a réfléchi. Elle a dit « Plus réel. » Je ne sais pas si c'est un compliment, mais je crois que oui. Il y a une chose que je me répète souvent depuis. Une chose que m'a dite Ottoline ce fameux après-midi avant de partir, alors qu'elle enroulait son écharpe dans le couloir et que je lui tenais son manteau. Elle a dit « Les gens qui partent en pensant emporter quelque chose ne réalisent pas toujours ce qu'ils laissent derrière eux. » Elle parlait de Théodas, je crois. Mais je pensais à Rennie, avec son cahier et ses colonnes de chiffres et ses yeux de novembre. Ce qu'il a laissé derrière lui, c'est une fille qui sait déjà que le monde peut être injuste et qui a décidé, à 11 ans, de ne pas en faire une raison de rester immobile. Ce qu'il a laissé derrière lui, c'est une femme qui a appris, trop tard, trop douloureusement, mais quand même, que les saisons amères finissent aussi et que certaines plantes sauvages poussent mieux après le gel. Je m'appelle Sorel. Ma mère était botaniste. Et j'ai une fille de novembre qui m'apprend tous les jours ce que ça veut dire de tenir. Si cette histoire vous a touché, likez cette vidéo et abonnez-vous. Chaque histoire vraie mérite d'être entendue.